Bonjour tout le monde, on nous entend bien? Nickel. Bonjour, bonjour. Bienvenue à cette 6e édition des Identity Days. Donc avant de commencer, on va quand même remercier nos sponsors. On sait que sans sponsor, pas d'événement. Donc encore merci à nos sponsors de nous soutenir, d'être présents aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de ségrégation et protection des accès à privilèges, surtout dans la partie cloud de Microsoft. Je suis Clément Séraphin, je suis architecte sur la partie M365, indépendant. Idéalement, je suis aussi MVP sur la partie Mesh Teams. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Benoît. Eh bien, Benoît Nu, je suis référent technique chez Exakis sur la partie infrastructure et Azure dans l'agence de Lyon. Et donc, on va direct enchaîner avec l'agenda. Donc, on va commencer par la partie stratégie et sécurisation des comptes. Après, on va aller un peu plus profondément, ségrégation, hardening de ces comptes-là. Une fois qu'on aura fait cette partie compte, on va aller sur la partie role airbag, bien comprendre la différence entre intra-ID, Azure, et aussi la sécurisation des workloads T0 dans Azure. Et on terminera par une petite démo de comment reset un domaine admin au travers d'Azure quand on a mal sécurisé son workload T0. Des choses plutôt sympas. Donc on va commencer d'abord avec un peu le schéma classique de qu'est-ce qu'avec Benoît on voit ensemble généralement chez les clients. Oui, en effet. Donc, on voit assez régulièrement des comptes d'admin qui sont fédérés entre le domaine on-premise, donc l'Active Directory, en étant des comptes à privilèges de type domaine admin, et des comptes à privilèges dans le cloud qui sont global admin. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'on voit aussi une absence de tiering au niveau Active Directory. On retrouve aussi un non-respect du pôle, donc le principe de moindre privilège. Une ségrégation assez faible des workloads dans Azure, donc les workloads à privilège aussi, et des environnements de DevOps qui sont aussi mal sécurisés. Donc on va vraiment voir, aujourd'hui on va un peu regarder l'attack chain. Donc ça c'est le schéma classique de chez Microsoft, vraiment voilà, attack chain, et surtout aujourd'hui on va essayer de réduire les mouvements latéraux. C'est des choses vraiment quand on vous dit voilà, environnement DevOps mal secure, c'est des choses qu'on va retrouver avec des fortes possibilités de lateral movement. Ça va mener des fois à des compromissions de la partie ADDS dans Azure. On va avoir aussi vraiment des élévations de privilèges par rebond, vraiment. Donc aujourd'hui, on va essayer vraiment de voir ensemble durant cette session comment on va pouvoir vraiment sécuriser cette partie cloud. Donc voilà, certains ont leur compte Cloud Admin Only, mais on va aller pousser l'élément un tout petit peu plus loin. Donc on va commencer par toute la partie stratégie de sécurisation. Donc on parlait du ramp model, c'est vraiment un modèle qui est fourni par Microsoft afin de vous aider à sécuriser vos identités. Et donc on a vraiment toute une partie stratégique qui est dedans. Et en fait, la partie qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment les assets mixtes. Donc en fait, vous allez avoir un système d'identité généralement qui va être mixte, intra-ID, ça vous sert pour vos utilisateurs, ça vous sert pour vos administrateurs. Du coup, en fait, ça va aussi composer des vecteurs d'attaque. Donc en fait, c'est vraiment ces parties-là. Le plus à peine. Voilà. Ça va être ces parties-là, en fait, qui vont représenter toute votre attaque de surface potentielle. Et c'est ça qu'on va aujourd'hui tenter de sécuriser. Il est bien à prendre en compte que vraiment, quand vous avez des assets mixtes et vraiment un système d'identité commun, vous avez vraiment la partie Elevation Pass que vous avez là. Vous avez la partie vraiment identité. Vous avez toute une surface d'attaque côté user et une surface d'attaque côté privilège. Donc généralement, en fait, on a tendance à traiter une chose, mais il y a vraiment différents passes qui vont vous permettre de pouvoir rentrer dans le système. Et le but, c'est vraiment de ségréguer ça. Donc du coup, comme on disait, vraiment cette partie, on va s'attaquer aujourd'hui à la partie identité, intermédiaire et interface. Quel est le but de ça? C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais sécuriser un truc à 100%. Mais la chose qu'on va faire, en fait, c'est surtout qu'on va essayer d'augmenter le coût pour l'attaquant qui est en face. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il faut qu'on arrive à emmerder la personne qui vient nous attaquer. Lorsqu'on met un rebond, lorsqu'on va mettre du PIM, lorsqu'on va mettre des éléments, en fait, on va venir emmerder l'attaquant et concrètement, derrière ça, l'attaquant, ça va augmenter ses coûts. Et donc le but, c'est augmenter le plus possible les coûts pour l'attaquant afin que nous, justement, l'attaquant puisse à la fin être, j'allais dire, un peu perdant s'il va lancer une attaque. Aujourd'hui, on va parler vraiment de partie Privilege Security. Donc, en fait, quand vous faites un Security Pass, vraiment, quand vous allez sécuriser, vous allez avoir 3 types de profils. La partie Enterprise,
specialized et privilege. Aujourd'hui, on va surtout parler ensemble de la partie la plus sécurisée, donc la partie, comme vous avez un tiering, la partie T0, donc la partie privilege security. Il est important de parler vraiment, quand on parle vraiment de privilege security, la partie productivité. Généralement, on va mettre en place des sécurités, et lorsqu'on va arriver sur vraiment un workload T0, on va commencer à avoir des sécurités qui sont de plus en plus visibles. La productivité va commencer à en être impactée. Aujourd'hui, le but, c'est un peu qu'on voit des solutions ensemble, comment vous pouvez implémenter des sécurités, par exemple les FIDO-Bio, qui vont vous permettre quand même d'avoir un bon niveau de sécurité, mais ne pas impacter votre productivité derrière. Aujourd'hui, on a beaucoup trop d'éléments de sécurité qui sont visibles et qui, du coup, impactent les utilisateurs et on arrive du coup avec du shadow IT, avec du workaround pour les administrateurs. Le but, c'est vraiment d'avoir une stratégie de sécurité simplifiée pour pouvoir accéder. Donc le ramp model, qu'on y revienne, découpé en 4 parties. La partie device, la partie account, les intermédiaires et les interfaces. Donc pour ceux qui reconnaissent, vous avez la partie PO, le Red Laptop, un petit sujet sympa chez tout le monde en ce moment. La partie privilege account, intermediary et interface. On va vraiment tout lier ensemble. C'est-à-dire qu'un compte qui est privilégié va pouvoir utiliser qu'une seule PO, va pouvoir utiliser une privilège intermediary et une privilège interface. On ne va pas avoir un enterprise device qui utilise vraiment une privilège intermediary. C'est des choses qui sont dédiées. Donc du coup, ça va nous mener vraiment à cette partie de... voilà. Donc je vous ai mis la petite notion impact derrière. Donc vraiment, quand vous allez vraiment dans la partie privilège, c'est ce qui a le plus d'impact. On peut dire interpréter T2, T1, T0 pour ceux qui sont vraiment fans de l'on-prem. Mais quand on est sur du privilège, c'est généralement ce qui a le plus d'impact. Donc pour sécuriser ces comptes, la première partie, c'est vraiment le PAD. Donc ça, c'est une nouvelle charte de nommage de chez Microsoft. Si vous cherchez le PO, qui est vraiment Privilege Access Workstation, vous allez tomber sur des docs qui sont legacy chez Microsoft. En fait, ils ont renommé toute la partie de la doc Microsoft, elle s'appelle le PAD maintenant. Demandez-moi pourquoi, je ne sais pas. Mais du coup, en fait, sur ça, vraiment, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un device qui va être secure. Sur ce device, on va avoir quelques règles. Je vous ai mis, voilà, je ne vais pas éplucher, mais d'abord, vous avez le CIS. Pour ceux qui connaissent Internet, Center of Internet Security, le CIS, vous avez des benchmarks que vous pouvez télécharger qui vont vous aider à sécuriser vos devices, sécuriser vos comptes. Il y a 1300 pages pour sécuriser un device dedans. C'est très lourd, mais quand vous avez mis ça en place, c'est super top. Vous avez un premier level sécurité basique. Et vous allez avoir ce qu'ils appellent le level 2. Et le level 2, c'est vraiment quand vous allez avoir accès à des high security sensitive data. Donc la chose que je vous motive, c'est que quand vous allez faire votre PAD, donc votre Privilege Access Device, dans le CIS, vous allez pouvoir faire une implémentation niveau 1 et niveau 2. Les règles qu'on va retrouver généralement dans un Privilege Access Device, elles sont pas de navigation Internet. Par défaut, on va avoir un deny URL. Donc la plupart du temps, c'est quand on va accéder à un site, c'est une exception. Par défaut, on ne navigue pas partout avec un Privilege Access Device. On ne va pas avoir de BIOD. On ne ramène pas un PC perso pour faire du T0. Ça, c'est mort. On va avoir après, bien sûr, toute la partie admin rights. Vraiment, on n'est pas admin du poste. Hein. Pareil, hein, c'est... Non. Donc ça, c'est vraiment ces petites parties. AppLocker aussi, éventuellement. Et donc, du coup, lorsqu'on va avoir ce device, on va continuer sur la partie du compte. Donc, le compte, concrètement, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Donc, très important, le compte, généralement, il va être assez restreint. On va devoir le monitorer, quand même. Et c'est là où je vais faire mon petit disclaimer de licence, parce qu'il en faut bien un. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir de les licences? Lorsque vous allez vouloir faire un compte, la chose qu'on va vous dire, c'est des permissions, ce n'est pas des permissions permanentes. Généralement, on utilise du just-in-time. Et c'est là où, en fait, du coup, on va commencer à parler de PIM, qui va vous permettre d'avoir des droits temporaires. Mais du coup, avoir ces droits temporaires, généralement, il va falloir aller sur de la P2. Donc, licence M365E5, pour ceux qui connaissent. Et donc, après, on va aller pousser un peu plus loin. On va parler après plus tard avec les groupes, avec Benoît, sur la partie PIM for Group. Si vous voulez avoir une Access Review, donc c'est revoir ses comptes de manière automatique, là, il va falloir pousser vers un travail de gouvernance, une licence de plus, malheureusement. Et donc, à la fin, donc voilà, management des comptes. Lifecycle Management, toujours ça va être la partie intra-ID-Gov. Et donc vous allez avoir des sessions normalement aujourd'hui sur la partie SSE et GSA, donc toute la partie Global Secure Access,
Donc comment on met en place un ZTNA pour accéder au portail. Et ça va compter dans la partie intra-ID suite. Pour une petite notion, P1, P2, P1 c'est dans la E3, P2 c'est dans la E5. L'intra-ID Gov, vous la payez à part, et l'intra-ID suite c'est 12 € par mois par utilisateur. Donc voilà, ça commence un peu à chiffrer, mais positionnez-vous selon qu'est-ce que vous pouvez investir dedans. Après, vous avez beaucoup d'éditeurs de solutions tierces qui sont là aujourd'hui pour vous aider sur ça. Vous avez Silverford, Silverpoint, beaucoup de personnes qui sont là pour vous en parler. Ce compte, première chose, monitoring. Vous avez aujourd'hui une possibilité d'exporter tous vos logs intra-ID dans Sentinel. Ça vous permet vraiment d'avoir toutes les actions qui ont été opérées par les administrateurs. Lorsqu'on va parler d'MFA, l'authenticator, on va considérer quelque chose que c'est nocif, l'authenticator. Pourquoi? Parce qu'on va vous montrer dans la démo, un authenticateur, aujourd'hui, ça se fait très facilement. On va aller sur ce qu'on appelle des solutions phishing-proof. Donc aujourd'hui, dans les dernières, on a Passkey qui est encore en preview, mais la chose qu'on va vous conseiller aujourd'hui, c'est d'aller vers du FIDO, qui est très basique et très simple et très sympa. Le privilège access device, on en a déjà parlé, c'est-à-dire qu'un utilisateur qui a un privilège account ne va utiliser qu'un privilège access device, il ne va pas pouvoir utiliser un autre type de device. Des rôles just in time, généralement la préconisation qu'on fait, c'est des rôles sur 4 heures, sur des demi-journées. Je me connecte, j'arrive le matin au bureau, j'active mon rôle, je vais bosser, puis à midi je vais aller bouffer, et quand je vais aller bouffer, ben, je reviens et je réactive mon rôle. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, en fait, si on va avoir une attaque, elle va durer qu'une demi-journée. Pourquoi? Parce que le rôle va se supprimer tout seul. Certains vont être plus restrictifs, mais plus on est restrictif, plus on va perdre de la productivité. Donc restez logique sur vos politiques de just-in-time. Après, on va voir bien sûr toute la partie Access Review, donc vraiment de revoir les accès. Si vous suivez le CIS, il vous dit de toutes les semaines revoir tous vos rôles d'administrateur, c'est un peu poussé quand même. Mais si vous pouvez le faire déjà de manière mensuelle, les Access Review, quand vous avez un try Gov, c'est automatique. Donc en fait, concrètement, vous avez un admin, j'ai un Exchange admin, il a quitté la boîte, et en fait, automatiquement, tous les mois, il reçoit un mail pour savoir s'il doit être encore Exchange admin. Il a juste à cliquer sur oui. S'il ne clique pas parce qu'il a quitté la boîte, lui, il va perdre le rôle automatiquement. Et donc, du coup, ça m'évite d'avoir un compte qui se balade inactif d'une personne qui a quitté la boîte et qui avait encore des permissions. Derrière ça, on va voir les parties session expiration, donc token protection. Donc ça, c'est après des conditional access avancés que vous pouvez mettre, par exemple IP-based location, vraiment toute la partie pour se connecter à partir d'IP. Et après, la dernière partie management. Donc là, on vous a mis un try Gov, vous allez avoir d'autres solutions aussi, mais ayez vraiment un management fort de ces comptes à privilèges. Si vous voulez les sécuriser, il y a un monsieur qui est ici, que je pointe, travaille sur le projet Arden 365. On a fait des petits scripts sympas qui vous permettent, en fait, en un clic, de sécuriser vos comptes. C'est open source, c'est gratuit. Vous pouvez aller voir le projet Arden 365, c'est très sympa. Déjà les auditer. Vous pouvez auditer avec du Arden 365 et vous pouvez même appliquer. Vous avez aussi le CIS. Donc celui-là, il est moins lourd. Pour le PC, c'est 1300 pages. Pour la partie compte, il n'y en a que 350. Donc voilà, ça vous permet vraiment, le CIS, c'est top sur ça. Vous avez toutes les précaux à suivre. Et généralement, sur Arden 365, on suit aussi les précaux du CIS pour les implémentations. Donc après, sur la partie intermédiaire, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Donc c'est là où, en fait, j'allais dire, certains sponsors vont pas être contents, mais Microsoft préconise d'avoir de PIM côté Microsoft. Donc si par exemple vous avez un PIM dans SailPoint, Microsoft considère que c'est un risque. Malheureusement. Mais du coup, en fait, sur ça, les deux précaux que vous allez avoir, c'est d'avoir du PIM et du Bastion. Donc on va voir ça vraiment en détail. On a fait juste un pass d'accès pour vous montrer. L'autre chose qu'on va voir après, c'est les parties interface. Quand vous faites de l'administration, vous avez de l'Azure CLI, du portail 365, du portail Azure. Ces portails-là, vous allez faire des accès conditionnels. Vous allez dire que ça ne sert à rien à un utilisateur qu'il accède au portail Azure. L'utilisateur n'a aucune utilité là-dedans. Donc en fait, c'est des interfaces dédiées pour des comptes d'administration à privilège. Ce qui nous donne, au total, un bel access pass. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça, c'est un access pass qu'on a conseillé ensemble avec Benoît. C'est-à-dire qu'au début, vous allez avoir du coup votre privilège access device. Vous allez pouvoir utiliser une solution pour vous connecter sur une machine de rebond, donc par exemple un Azure Virtual Desktop. Vous avez des solutions, donc celle-là sympa, vous la verrez peut-être dans la journée, beaucoup de personnes en parlent en ce moment. Intra-Private Access avec du ZTNA, ça a tendance à remplacer les VPN actuellement, c'est très très sympa, fourni par Microsoft et dans l'intra-ID Suite.
Vous vous connectez à votre bastion, on va utiliser une petite clé FIDO. FIDO Bio, je pose mon doigt, je suis connecté, j'arrive dans mon bastion, et une fois que je suis vraiment là-dedans, je vais avoir mes solutions, DevOps, Azure DevOps, portail d'administration, de quoi faire le café et travailler pour la journée. Et du coup, c'est là ce que ça va nous emmener. Maintenant, on a fait un compte, on a fait vraiment une sécurisation du compte. On va parler avec Benoît, du coup, des rôles airbag, Intra-ID et Azure. Merci Clément. Oui, en effet, depuis le début de cette présentation, nous parlons beaucoup d'élévation de privilèges, de rôles, et il semblait important en fait de redescendre un petit peu à la base. Donc, qu'est-ce qu'un rôle airbag? Et répondre à une question que j'ai assez régulièrement, c'est je suis global admin de mon Intra-ID, pourquoi je ne vois pas mes ressources dans Azure? Alors, on peut voir le monde Microsoft, point de vue airbag, comme sur le schéma ici. Donc, sur la partie droite du schéma, on retrouve le monde SaaS, donc tous nos services M365. Sur la partie gauche du schéma, le monde Azure, donc nos ressources IaaS et PaaS. Et ces deux mondes sont reliés par notre tenant Intra-ID. Donc, du coup, pour manager des services M365, y compris Entra-ID, vu qu'Entra-ID est un service SaaS, je vais avoir la console Entra-ID ou le centre d'administration Microsoft 365 où je vais retrouver mes rôles de type Exchange Administrator, SharePoint Administrator ou Global Administrator, Application Administrator pour les rôles Entra-ID. Ce sont vraiment des rôles airbag orientés service. Et dans le monde Azure, on retrouve des rôles airbag type owner, contributeur, qui sont des rôles cette fois de la gestion de mes ressources. On ne gère plus un service, on gère des ressources, que ce soit au niveau configuration de la ressource ou accès à la donnée de cette ressource. Donc si on regarde un petit peu dans le détail, sur un rôle airbag Microsoft 365, sa construction, c'est une liste de fournisseurs, donc des fournisseurs type Microsoft.commerce.billing pour la gestion de la facturation, Microsoft.directory pour la gestion d'Entra-ID. Donc c'est cette composition-là de plusieurs fournisseurs, plus des actions au bout de la ligne que vous pouvez voir dans l'exemple, read, write, all task, qui nous permettent de donner un fournisseur et des actions autorisées. Donc le rôle airbag est composé de différents fournisseurs avec différentes actions. Et c'est comme ça qu'on définit un rôle airbag côté Microsoft 365. Après, on a la possibilité de scoper un petit peu ces rôles-là, donc en utilisant les administrative units, où généralement on n'utilise pas forcément de scope, et là on a l'ensemble du scope, où on donne la permission à nos administrateurs. Concernant les rôles airbag sur Azure, on retrouve le même principe de fournisseur, donc orienté Azure, c'est vraiment l'API Azure derrière, donc Microsoft.compute, Microsoft.recovery recovery service, dans l'exemple ici. Donc on est vraiment sur nos fournisseurs. Même principe, on va donner des actions, read, write, delete. Et la particularité du rôle Azure, c'est qu'on va avoir une notion de control plane et de data plane. Donc la control plane, c'est vraiment la configuration de mes assets Azure. Alors que la data plane, c'est l'accès, la gestion de l'accès à la donnée de mes données contenues dans mes ressources Azure. Et la partie Assignable Scope, donc c'est si je crée des custom roles, je vais aussi devoir donner un conteneur sur lequel le rôle va être créé, dans lequel le rôle va être créé, et donner accès à ce custom role sur les enfants aussi de ce conteneur. Donc en partant de ce principe-là, on peut commencer à répondre à la question, on peut même répondre à la question « Je suis Global Administrator et je ne vois pas mes ressources dans Azure ». La réponse est assez simple maintenant. C'est Global Administrator, c'est un rôle airbag qui est pour gérer votre tenant Intra-ID, donc pour gérer un service. Il n'a donc pas de portée, pas de permission directement sur les ressources Azure. Alors ça c'est le oui. Mais le petit mais en fait, c'est que la particularité du Global Administrator, c'est de pouvoir se donner les droits en tant que User Access Administrator au niveau root d'Azure. Donc, je suis connecté sur mon portail Azure en tant que Global Administrator. J'ai toujours l'option dans les settings de mon tenant, la petite option Access Management for Azure Resource. Et là, je me retrouve vraiment au niveau root de mes management groups, cette fois de mon tenant Azure.
je me retrouve User Access Administrator. Donc ce rôle ne donne pas de permission particulière sur les ressources Azure, mais juste la permission de s'octroyer ou d'octroyer des rôles sur mes objets Azure. Donc je peux monter aussi à ce moment-là honneur de mon tenant Azure. Et donc du coup, ça peut servir à quoi ça? On s'en sert essentiellement donc, comme réglasse. Quand je perds un petit peu l'accès à mon monde Azure, donc j'ai toujours un global administrateur qui peut récupérer la main au niveau root de mon tenant Azure. Et principalement, c'est ça. Alors, on va pouvoir dire que le global administrateur, bien que ce soit un rôle pour manager notre intra-ID, on va aussi pouvoir dire qu'il est un petit peu à cheval entre les deux mondes, vu que je vais avoir la capacité de m'octroyer les rôles sur mon tenant Azure. Ensuite, maintenant qu'on a parlé de Airback, on a parlé aussi de conteneurs, on va parler un petit peu de l'héritage des permissions dans le monde Azure. Alors, les conteneurs, on va en citer les trois conteneurs, les management groups, les subscriptions et les ressources groupes. La particularité du management group, c'est que le management group peut contenir d'autres management groups, jusqu'à 6 niveaux, et l'héritage dans la construction d'Azure est descendant. Donc, une permission que je vais donner sur un conteneur de haut niveau va être hérité tout en bas jusqu'à ma ressource. C'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention et qu'on va parler de ségrégation. Donc l'héritage est vraiment descendant et on ne peut pas le casser. On n'a pas la possibilité, comme dans le monde Active Directory ou sur un filer, de casser l'héritage sur un partage et de reposer notre propre droit. Mais du coup, si on ne peut pas casser l'héritage, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est là où on va commencer à parler de la protection des workloads. Donc là, type T0 dans l'exemple, même si c'est un petit peu à dériver sur d'autres workloads. On va parler de la ségrégation au niveau des conteneurs dans Azure. Alors, pour nous aider, on a le Cloud Adoption Framework, le CAF. C'est un petit framework, un gros framework donné par Microsoft qui nous permet de nous structurer dans Azure. Donc on va répondre à plein de problématiques, vraiment des problématiques d'organisation de notre service, des méthodes de migration, de la haute disponibilité, du choix des régions, etc. Et là, on va se focaliser sur la partie Management Group et Subscription. Donc le schéma est proposé par Microsoft, c'est un schéma qui fonctionne plutôt assez bien, après ce sera à vous d'adapter. On retrouve donc notre route, l'intermédiaire route, donc Condozo, donc notre entreprise, et ensuite des management groups de niveau intermédiaire, enfin même si je considère ça comme au niveau toujours, la plateforme, la landing zone, bon, décommissionner et sandbox, ce sont des besoins particuliers. On va surtout s'attarder sur landing zone et plateforme. Alors, ces deux gros types de management group, la landing zone est là pour nous permettre d'hoster nos workloads de type applicatif. Vraiment, le terme landing zone, qu'on entend régulièrement, vient du Cloud Adoption Framework et c'est fait pour avoir une zone d'atterrissage de nos environnements applicatifs. Et la partie plateforme est là pour hoster toutes nos servitudes IT. Vous avez pu voir un petit peu précédemment dans le précédent schéma, on trouve Connectivity, Management et Identity. Donc Connectivity, c'est là où je vais trouver mes workloads d'interconnexion, donc mon cœur de réseau. Le Management, c'est toute la partie Log Management, Data Management, etc. Et la partie Identité, c'est la landing zone, le Management Group qui va hoster mes subscriptions, qui est là pour héberger mon identité au sens large, que ce soit aussi bien les contrôleurs de domaine, ma BKI aussi, donc le T0 au sens large, des services PaaS comme Azure Active Directory Domain Services, donc la version PaaS d'Active Directory fournie par Microsoft, et aussi des services comme Azure AD B2C. Donc vraiment, mes workloads d'identité, qui sont plutôt globaux, vont être hostés dans la partie identité. Donc voilà, ça nous permet vraiment de ségréger toute notre identité dans un environnement de notre monde Azure. Donc du coup, on a maintenant compris les plateformes et la landing zone, c'est quoi la suite? Quelle est la bonne pratique? Eh bien, avant d'attaquer un déploiement, on va commencer à se poser un petit peu et essayer de rédiger une matrice de droit. Alors, on va la rédiger au niveau HLD, qui peut descendre aussi au niveau LLD. Et on s'aperçoit en la rédigeant qu'il faut faire attention, parce que comme on parlait tout à l'heure, l'héritage est droit. Et à force de rédiger des matrices, on s'aperçoit qu'en fait, sur les managements de groupes de haut niveau, donc que ce soit le root, l'intermédiate root ou plateforme et landing zone, des droits
enfin, des très faibles droits comme User Access Administrator, Management Group Contributor ou Hiérarchie Administrator sont suffisants pour créer notre hiérarchie. On n'a pas besoin d'être owner du root, en fait. Du coup, à haut niveau, on ne pourra pas créer de VM. Non, mais l'utilité, justement, c'est de ségréguer à un niveau beaucoup plus bas de notre hiérarchie. Donc on n'aura jamais besoin de créer une VM dans le Management Group Condozo, par exemple, ou dans Plateforme. Le but, c'est de descendre tout en bas, de mettre nos subscriptions en bas de nos séparations, et ensuite d'avoir des permissions au niveau bas, donc au niveau Management Group Landing Zone, en dessous du Landing Zone, même dans le SAP, dans le Corp, et sur nos subscriptions qui vont les hoster. Pareil, quand on rédige notre matrice de droit, j'ai pour habitude, ça après ça sera à vous d'évaluer, d'utiliser plutôt des groupes de permissions. Quand je dis groupe de permissions, on peut voir l'exemple ici, j'ai un groupe qui s'appelle GRP, MG pour Management Group, Identity Contributor. Donc ce groupe-là aura pour but de donner l'accès contributeur sur le Management Group Identity, et non pas de mettre mon groupe GRP Identity Team, donc un groupe d'équipe qui va être positionné dans sur plusieurs landing zones potentiellement, plusieurs management groups. J'ai vraiment un groupe qui me donne accès avec un droit particulier sur mon management group. Cette méthode-là me permet d'avoir des matrices de droit assez claires et courtes. Parce que quand on commence à regarder sur le portail Azure la résultante, en fait, dans la partie IAM de tout l'héritage que j'ai, quand je commence à avoir plusieurs management groups empilés, en fait, on s'aperçoit que le résultat va être compliqué à lire. Donc c'est pour ça qu'on fait vraiment le plus court possible, le plus concis possible, et là on a le moins de risque possible de se tromper. Et donc à quoi servent après ces groupes? On peut utiliser PIM pour les droits? Tout à fait. Alors l'élévation de privilèges, pour les workloads à protéger, on va pouvoir utiliser PIM for group pour pouvoir se mettre dans le bon groupe en tant qu'administrateur au moment où j'ai une action à réaliser particulière sur l'identité ou un workload particulier à protéger. Pareil, on s'est aperçu que peu de gens le savaient, alors si vous le saviez tant mieux, ce sont les services principaux, les SPL. Souvent on utilise des SPL pour builder nos ressources depuis Azure DevOps, depuis le DevOps on utilise un compte de service, qui est un SPL. Depuis, je dirais à peu près 6 mois maintenant, peut-être un petit peu plus, je ne sais plus la date en tête, mais on peut mettre ces SPN de build, des SPN en fait, dans des groupes intra-ID de sécurité. Encore une fois, ça va nous permettre d'avoir des matrices de droit qui vont être beaucoup plus simples à lire, plutôt que d'avoir une vingtaine de SPN qui vont avoir le droit de faire un peering sur mon ressource group où j'héberge mon hub. Je vais juste avoir un groupe et je vais m'en servir de ce groupe-là pour avoir des droits récurrents sur l'ensemble de mes environnements de servitude. Ça nous simplifie encore la lecture. Et du coup, maintenant qu'on a parlé des SPL qui nous servent à builder les ressources, donc depuis un environnement DevOps, donc Azure DevOps ou un autre, donc forcément pour lancer un build, nous avons besoin de permissions assez élevées sur nos subscriptions, type contributeur ou owner. Donc nous, ce sont des droits élevés. À partir de ce SPN-là, je vais pouvoir faire un petit peu tout et n'importe quoi. Et souvent, on fait un petit peu l'impasse sur le monde Azure DevOps, par exemple, et on ne vient pas sécuriser cet environnement-là. Ce qui veut dire qu'avec un compte admin standard, ou même user standard, je vais pouvoir rentrer dans un projet Azure DevOps assez régulièrement, et pouvoir en fait avoir pas une élévation de privilège par rapport à mon compte, mais consommer un SPL au travers de mon compte à moi, qui n'a pas eu d'élévation de privilège justement, à destination d'un environnement Azure, avec des privilèges élevés tels que honneur ou contributeur, au travers de ce SPL-là. C'est pour ça qu'on va essayer de conseiller aussi l'utilisation de PIM for Group pour donner accès à vos projets Azure DevOps à vos admins, pour sécuriser essentiellement des workloads sensibles. Après, si vous arrivez à sécuriser l'ensemble de vos workloads, c'est encore mieux, mais d'identifier les workloads sensibles comme la partie identité, donc le T0, et peut-être des workloads applicatifs qui sont plus sensibles. Et donc du coup, on va passer vraiment sur cette petite partie de démo de quand on a un petit Azure DevOps, on a mal sécurisé les workloads de déploiement dans Azure. Et donc on va parler d'abord de phishing, un petit phishing très classique, c'est le basique. Vous avez un petit outil qui s'appelle AD Internals, très très sympa à partir du moment où je connais un seul domaine pour une boîte, comme du coup contoso.com. AD Internals va pouvoir lister tous les domaines qui sont répertoriés dans 365 pour cette entreprise-là. C'est quelque chose de public. Donc, du coup, je vais découvrir le fameux Fabricam. Il y en a d'autres, hein, mais voilà. Et donc, une fois que j'ai la liste de tous les domaines,
Il y a un autre outil, c'est que malheureusement, on aime bien tous LinkedIn, on dit voilà, où on travaille. Et Crosslinked est très efficace pour ça, pour deviner toutes les chartes de nommage. Donc je vais donner ma liste de domaines à Crosslinked, je vais lui donner une charte de nommage, et automatiquement Crosslinked va aller tester toutes les UPN, tous les ID sur ça. Et je vais pouvoir en fait derrière aller retrouver tous les comptes qui sont sur LinkedIn pour une entreprise donnée. Donc c'est quelque chose voilà, très sympathique, très simple. Malheureusement, on a du mal aujourd'hui vraiment avec les chartes de nommage à cacher nos utilisateurs parce que bien sûr, on a le front-end client derrière. Une fois que j'ai ça, vous avez plusieurs méthodes de phishing. Je vous ai mis la plus classique. Récemment, la chose sur laquelle on s'amuse un peu, c'est cloner la voix des gens et appeler en tant que le support. Ça marche très bien, je l'ai montré dans un webinaire le mois dernier. Le plus classique, c'est EvilJinx. EvilJinx, c'est juste un petit serveur web. Et en fait, ça va vous permettre d'intercepter un token MFA. Et sur ça, Authenticator, c'est une passoire. Lorsque vous arrivez sur EvilJinx, interception de token, c'est pour ça qu'on vous parle de phishing proof solution. Pourquoi? Parce que EvilJinx, aujourd'hui, quand vous utilisez Authenticator, et même encore pire, l'authentification sans mot de passe dans Authenticator, eh ben, ce n'est pas phishing proof résistable. Avec ça, je vais prendre votre token et on va pouvoir se connecter. Généralement, on va dire oui, j'ai Global Admin. Non. Admettons qu'aujourd'hui, j'ai eu un développeur. J'ai chopé un gars, Azure DevOps, et Benoît vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est arrivé à choper le profil d'un Azure DevOps. Merci. Alors, une petite permission dans les rôles Airbag qu'on trouve dans pas mal de rôles, notamment Owner et Contributor, c'est le run command. Cette permission permet de lancer des lignes de commande au travers d'un shell, que ce soit PowerShell ou Bash, sur nos environnements, ça dépend de l'OS en dessous, d'exécuter tout simplement des lignes de commande. Alors, l'idée, en fait, c'est de faire assez simple, hein, c'est je suis connecté à un portail, que ce soit Azure ou Azure DevOps. Donc Azure DevOps, je vais passer au travers d'un SPL, forcément. Et bien là, si j'ai accès à un workload, on va dire un workload de type T0, un contour de domaine, dans l'exemple qu'on va donner ici, je vais avoir la possibilité de lancer des lignes de commande, notamment du netgroup et du netuser. Et le netuser va me donner la capacité, en fait, bêtement, de reset un mot de passe. On va essayer de cibler l'admin du domaine. Et ensuite, voilà, je vais avoir compromis ma machine, donc mon domaine Active Directory, depuis des VM hébergés sur le cloud, et ça va se répliquer tranquillement sur le monde on-premise. Alors au niveau de la maquette que vous allez voir juste après, donc moi je suis l'opérateur, là je vais être connecté au portail Azure dans un premier temps, ensuite à Azure DevOps, et je vais pouvoir lancer mes lignes de commande, mes commandes, tout simplement au travers d'Azure Resource Manager, donc de l'API de gestion d'Azure. En dessous, j'ai mes deux contrôleurs de domaine, DC1, DC2. Alors, voilà, ce sont des contrôleurs de domaine que j'ai buildés pour la maquette dans le cloud. Il n'y a pas eu d'hybridation avec le modèle primaire ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste histoire d'avoir des contrôleurs de domaine et d'un exemple de VM. Et à côté de ça, pour prendre la main sur ces machines-là et vous montrer mes mots de passe, voilà, l'authentification que je réalise, j'ai un Azure Bastion tout simple. Donc là, sur la partie vidéo, on part du constat que je suis arrivé, moi, à aller intercepter un token. Donc une fois que j'ai le token, je peux rejouer le token et du coup, aller sur l'Azure Portal. Et puis là, Benoît va pouvoir commencer à jouer. Alors, donc là, tout bateau, j'ai renseigné mon compte, le SAP 500, mon contour de domaine. Alors ça, je l'ai renseigné juste pour un point d'ancrage. Hein, là, je suis considéré comme une personne normale dans l'environnement. C'est juste pour montrer que j'arrive à me connecter. Donc mon compte admin du domaine, donc le SAP 500, là, ça sera local admin. Et le mot de passe, c'est identityD 2023@Paris. Donc là, je vais sur DC1. Tout bateau, on va essayer d'accélérer un petit peu s'il y a besoin, mais je vais m'authentifier avec local admin et le mot de passe qui s'affiche à l'écran, donc le 2023. Donc là, c'est vraiment l'ancien mot de passe. Voilà, c'est pas visible, hein, on ne connaît pas encore le mot de passe. C'est avant que, du coup, Benoît soit arrivé à aller faire ses opérations de run command. Donc on voit bien qu'il est local admin, on voit bien qu'il est domaine admin, on voit bien qu'il a tout ce qu'il faut. Voilà, là c'est vraiment mon compte. Mon compte du domaine, mais je n'ai encore pas lancé l'attaque. Là j'ai un mot de passe qui est 2023. Ensuite, sur mon contour de domaine, comme je disais tout à l'heure, je vais juste sur la partie run command et je vais commencer à lancer des commandes. Parce que j'ai la permission, là je ne sais plus si je suis contributeur ou owner, je suis login, mais je lance des commandes de type mail group, domaine admin, pour voir les membres du groupe domaine admin.
Alors là, je vois que j'ai un b.simpson et mon local admin. Les mêmes commandes passent avec le DS Query. Voilà. Et tout ça, ça s'exécute en système. Oui, on tourne vraiment avec le compte système parce que l'agent, ce qui est derrière, en fait, c'est que l'agent Azure déployé sur la VM est lancé avec le compte système de la machine. Donc là, je suis Active Directory en soi. Et là, avec des commandes basiques, hein, avec un NetUser, qui est une commande utilisée depuis le début, je crois, un NetUser local admin, donc un compte que j'ai repéré, et maintenant le b.simpson, je vais pouvoir changer le mot de passe avec un identity 2024@Paris. Et là, ben voilà, je ne vous mens pas, hein, je repasse sur le bastion, j'utilise le mot de passe 2024, et je me retrouve logué à mon DC, tout simplement. Je refais mon WAMI, hein, je suis bien connecté avec local admin, et je suis toujours domaine admin, je sais bien le même compte, le compte, le SAD 500 qui a créé mon domaine. Et donc après, on va voir la méthode avec, du coup. Ouais, je fais la même chose avec b.simpson qu'un compte user que j'ai monté. Aussi avec un autre compte. Avec un autre compte, pour dire que lui a aussi un... Et c'est vrai que oui, avec le road command, concrètement, vous exécutez des commandes en système, dans le workload d'identité directement. Donc on peut vraiment, sur ça, si vous avez une mauvaise ségrégation, aller percer directement du T0. Et ça, généralement, c'est des choses qu'on sous-estime un peu, mais c'est encore plus grave pour la partie DevOps. Si tu veux après, du coup, montrer la partie DevOps. Alors maintenant qu'on l'a fait par l'interface graphique, attends, je suis sur le... Suivant. Pardon. Encore une fois. Voilà. Alors, maintenant qu'on l'a passé via le portail Azure, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut faire la même chose, comme je disais tout à l'heure, depuis une pipeline DevOps. Alors, non plus cette fois en lançant depuis l'interface, mais en Azure CLI, avec la commande azvm run command, hein, donc l'Azure CLI standard pour gérer vos VM. Je vais encapsuler mes commandes netgroup, dsquery et netuser tout simplement. Ça veut dire que même sans avoir de permission particulière sur mes subscriptions qui hébergent mes ressources, hein, en ayant accès à un projet DevOps, avec des droits un petit peu élevés quand même sur le projet, parce que j'ai mal sécurisé mon DevOps, eh bien, je vais pouvoir rebondir à l'aide du SPN sur mes ressources, mes vraies ressources. On va l'accélérer un petit peu parce que c'est pas très passionnant de voir du netgroup et du dsquery dans les pipelines, mais surtout les résultats, c'est compliqué à lire, mais ils sont bien présents. Et du coup, avec un pipeline DevOps, on a pu devenir domaine admin. Alors, reset le mot de passe à domaine admin. Reset le mot de passe, ouais. Et donc du coup, au bout de mailing, c'est parce que forcément la mise en page dans le retour de prompt est un petit peu plus sale, mais j'ai bien les informations de mes membres du domaine admin. Hop là. Le dsquery, on est pareil, je retrouve le même résultat. Et je vais accélérer un petit peu la vidéo. Là, je vais lancer la même chose. T'es revenu à début. Oh mince, pardon. Je peux accélérer ou pas? Bon, pas. Pardon, on ne peut pas avancer dans la vidéo. Elle n'a pas envie d'avancer. Non. Non, on va attendre 2 minutes que ça repasse, donc je disais. Pardon? Mais oui. Donc du coup, ouais, c'est pour ça, sur un pipeline DevOps, vraiment, c'est des choses, des fois, quand vous avez des permissions qui sont mises tout en haut sur les management groups de haut niveau. Comme on vous dit, management de haut niveau, vous n'avez aucun intérêt à aller manager de la VM avec. Et concrètement, quand vous avez mal sécurisé vos projets DevOps, si ça touche le pipeline d'identité, lorsque vous avez un décès dedans, et c'est direct victoire, vous avez une compromission du domaine qui arrive derrière. On est bon? Ouais, la pipeline, si on ne veut pas avancer la vidéo, on va attendre que les pipelines tournent avec le... Bon, pas grave. Bon, il faut nous croire, sinon c'est pas plus compliqué que ça. On lance au travers de la pipeline toujours des commandes AZ, VM, run command, et on va remplacer notre netgroup par un netuser et le nouveau mot de passe. Et là, on reset. Alors, là, on va utiliser des commandes netgroup, netuser, mais on peut imaginer plein d'autres commandes sur plein d'autres workloads. Merci. Et donc ça va nous mener à la conclusion. C'est rare qu'on conclure un jour. Mais du coup, vous voyez, c'est vraiment aujourd'hui, quand on va aller créer un compte à privilège, prenez en compte les possibilités de mouvements latéraux.
On vous a mis un exemple sur la partie Azure DevOps. C'est des choses qu'on voit qui sont vraiment en mode oui, déployer les VM, etc. Oui, mais du coup, en fait, on voit que ces pipelines ne sont pas sécurisés. Et du coup, on va pouvoir prendre, en tant qu'attaquant, le contrôle des workloads d'identité. On va avoir vraiment aussi cette partie des comptes d'administration cloud qui vont manquer de sécurité. Le just-in-time, avoir vraiment que vous utilisez soit le just-in-time par Microsoft ou par d'autres solutions tierces, avoir des droits permanents aujourd'hui, c'est pouvoir s'exposer. Donc quand on met des droits juste dans le temps, une demi-journée, ça nous permet d'éviter ces choses-là. Après, vraiment, workload d'identité, ségrégation très forte là-dessus. On va éviter de faire des bêtises. Ces workloads-là, généralement, on va éviter de les retoucher une fois qu'ils sont faits. C'est des choses vraiment très particulières. Les SPN, on en voit beaucoup. Vous créez beaucoup d'applications, vous enregistrez beaucoup d'applications. Le directory writer, voilà, directory, all. Quand on voit une nouvelle application, le droit sur tout le directory intra-ID, elle a le droit de tout faire. On n'a pas de contrat avec la solution, ils ont le droit de prendre toutes nos données. Porter une attention particulière aux SPN. Les SPN, c'est vraiment quelque chose qu'on va regarder, qu'on va revoir. Vous allez voir les droits, vraiment. Le airbag côté Azure, le airbag côté service M365. Jetez-y un coup d'œil parce que généralement, les SPN, pour autoriser une application, on appuie sur approve et salut. Et donc après, aussi, vraiment, c'est parti, comme on a dit, Azure DevOps, n'oubliez pas ces accès indirects, c'est des choses, voilà, on se dit, c'est sous-estimé vraiment. Mais Azure DevOps, c'est très puissant pour pouvoir aller attaquer un workload d'identité. Et surtout, augmenter le coût de l'attaqueur. Lorsqu'on va utiliser juste une machine de rebond pour faire de l'administration, c'est très bien, ça augmente le coût de l'attaqueur. Peut-être ça va baisser un peu la productivité, mais derrière ça, si l'attaquant ne connaît pas la machine de rebond, et que vous n'autorisez que la machine de rebond à faire de l'administration, on est gagnant. D'autres choses à ajouter, Benoît? Non, t'as tout dit, je crois. Vraiment, faites attention à Azure DevOps parce que je vois de plus en plus de portes ouvertes sur DevOps. Et du coup, c'est là où nous vous remercions de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié la question. Merci.